Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. André Ardelais, 1911 et 1974. Les aventures estivales d'Une vie, une œuvre se poursuivent ce week-end avec aujourd'hui le premier temps d'un diptyque dédié à l'érotisme, en compagnie d'André Ardelais. Écrivain secret, admiré par André Breton, Julien Gracq ou encore Frédéric Becbédé, André Ardelais reste dans nos mémoires, dans nos bibliothèques et peut-être d'abord dans notre chair pour son roman élégiaque et voluptueux, Lourde, lente. Roman pour lequel il se retrouva jadis aux côtés de Régine Desforges devant la 17e chambre correctionnelle, accusée d'outrage aux bonnes mœurs. Une vie, une œuvre vous invite donc aujourd'hui à la rencontre de ce Proust solaire, cet Ulysse des banlieues envoyé spécial sur le front des mélancolies, qui explorait Paris pour y entrebâiller des portes interdites, qui écrivit des chansons intemporelles pour Guy Béard et resta à jamais cet enfant qui recherchait auprès des femmes sa terre natale. André Ardelais, chasseur d'horizons, un documentaire de Catherine Soulard et Jean-Claude Loiseau. Moi, pour que l'été m'inonde et me trempe, il faut qu'au loin, par-dessus les lilas, se dresse une cheminée d'usine avec son rien de panache sur un ciel de faubourg, ou qu'un jardinier, au chapeau de moissonneur, braque sa lance sur des lauriers gris de fatigue. Au milieu des martinets aigus comme un sillage de menthe, tu as été ce guetteur invisible sous les poutres du clocher. Tu observais les chemins en étoiles, les carrières, la cour vide de l'école, comme s'ils allaient te découvrir une vérité depuis longtemps perdue. On n'est pas très loin de Vincennes ici. Ouais. Ah oui. Ça, Vincennes, c'était son truc. Alors, on allait se balader. Très souvent, il fallait qu'on aille à Vincennes, dans le bois. Puis il avait des repères bizarres. Il voulait passer dans des coins où il n'y avait rien de particulier, mais pour lui, c'était un peu le paradis, quoi. Ouais, le paradis. C'était le paradis de son enfance. Il recherchait l'enfance, toujours. Hein. Donc, ce qu'il a écrit, ses problèmes, c'était le temps. Bien sûr, et l'enfance était associée au temps. Hein. Il vivait dans la réalité ou dans Pas les rêves? trop. Il vivait dans la réalité, mais on avait l'impression qu'il n'y était pas parce qu'il était tellement désarmé. C'était un môme. C'était un môme, même quand il avait 60 piges, c'était un enfant. Moi, il me téléphonait, j'habitais pas loin de chez lui pourtant. Il me disait, dis donc, Dédé, je suis emmerdé, j'ai froid. Je dis, écoute, allume ton chauffage. Il avait un bel appart que ses parents avaient, puisqu'ils avaient été les dirigeants des alliances nuptiales. Allume ton chauffage, il marche plus. Ben, je dis, putain, t'as bien un chauffage de secours, allume ton radiateur électrique. Il me dit, il marche pas. Putain, mais fais-le réparer. Il me disait, mais où? Mais je dis, achète-en un autre. Mais où je vais acheter ça? Il était complètement paumé. Hein. Les détails c'était un môme. Ah ouais. Et puis il faut regarder aussi, il faut regarder autour de soi. Les gens ne regardent plus. Ils ont toujours un but, ils sont pressés d'y arriver. Mais quels sont les gens qui regardent maintenant, vraiment? Qui s'accordent 1 heure de loisir pour se balader le long du canal Saint-Martin, par exemple, qui est un coin extraordinaire, dans Paris, un coin où le temps s'est arrêté. J'aimerais bien leur apprendre. Venez avec moi, je vous apprendrai à regarder. Seulement, ça les intéresse pas. Regardez cette photo, André Vert. Oh, celle-là, je la connais Oui. bien, oui, c'est moi qui l'aurais donnée, oui, oui. Ah, il est en premier communion, oui. C'est moi qui l'aurais donné, là. Oui. Ah oui. Avec le regard. Ah oui, ouais, oui. Il n'est pas là, en fait. Il n'est pas sur cette photo-là. Non, mais il était pas c'est-à-dire qu'il était dans une réalité, mais qui n'était pas la réalité. Quand il y avait un arbre, il pouvait s'intéresser à cet arbre longtemps, mais c'était pas l'arbre, il s'en foutait, c'est ce qu'il y avait derrière l'arbre, quoi. Alors c'était la réalité, mais pas la réalité vraie, si on peut dire. On allait se balader, on marchait sur les quais de la Seine, puis d'un seul coup, comme on voit sur les quais, par endroits, il y a des portes, avec des grilles, on ne sait pas où ça donne. Il dit, tu vois la porte là? Ça, c'est une porte importante. Il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent. Alors de temps en temps, elle s'ouvre. Puis il y a des nanettes qui viennent, qui prennent le passant par la main et elles les emmènent.
Et il se passe... Alors, il y a des fêtes, des javas dedans, mais tout ça, nous, on n'a pas le droit de connaître. Ah ouais. Il raconte ça aussi des stations de métro qui restent fermées, Oui, oui. qu'il y a des fêtes. Oui, c'est ça, oui. Oui, il y a une ville dans la ville. Ouais. Il y a des villes dans la ville. Enfin, il y a des choses qui se passent en dehors, qui nous échappent. Et puis ça nous échappe parce qu'on est, on est presque puni. Il y a des gens qui veulent pas qu'on soit bien. Je me souviens plus, c'est dans le Seuil du Jardin ou dans le Parc des Archers, où notamment il est question de ça. Une ville qui est dans la ville, mais les fêtes, tout ça, on est privé de ça. Comment il écrivait? Il vous racontait ses livres? Tout le temps, ouais. Ben, comment il écrivait bon, il partait des fois d'une idée, d'une bricole. D'une image? Comment? D'une image? Ah, surtout les images, des cartes postales. Des cartes postales anciennes. Alors ça le rendait malade. Il disait, tiens, regarde cette carte postale-là. Et puis, c'est un tremplin. Bon, il y avait des cartes postales, par exemple, il avait retrouvé comme ça au puce, on a tous comme ça chez nous, avec des gosses, une école photographiée devant la porte, tout ça. Il me disait, regarde-les tous là. Ils ont dû tous mourir pendant la Commune, ils se sont fait flinguer, ils sont morts sur les barricades. Ah ouais. Oui. Je ne suis vraiment qu'un chasseur de souvenirs imaginaires. L'oiseau de proie empaillé et moisi qui surveille la chambre inhabitée d'un vieux logis me communique toujours le même choc. Grâce à lui, je peux découvrir ce pavillon envahi par le lierre, où les convives des anciennes battues sont restés plongés dans un sommeil qui dure encore. Au fond d'un parc à l'abandon, au bout d'un jour pluvieux, je sais comment m'y prendre. Pour échapper au contrôle du présent, il me suffit d'un nom que je me répète obstinément jusqu'à ce qu'il répande son pouvoir évocateur. C'est parfois le nom de la rue où je passe. Ainsi, celui de la Grange aux Belles, qui puise sa séduction dans l'odeur du fourrage et l'image d'une fille se coulant comme une loutre par la porte du grenier vers son plaisir secret. Déjà presque dévêtue, les cheveux dénoués, toute moite. Soit des cuisses nues dans une flaque de lune sous la lucarne. Parfum mêlé des foins et des belles en chaleur, où le blonde s'embrouille, et vous toutes à manger de caresses. Ce nom encore, d'un village où j'ai fait halte pendant la guerre, la Grange au bois, la Grange aux Belles au bois. Vous pensez qu'il a été heureux dans sa vie? Oui, mais ça, on va pas reparler de la notion du bonheur, mais il a été très heureux pendant des fractions de secondes. Parce qu'il avait des espèces d'illuminations, comme il disait. C'est pour ça qu'il aimait aller à Vincennes, c'est là où ça se produisait le mieux. Il me dit, tu vois, je marchais hier dans le bois de Vincennes, et puis d'un coup, j'ai senti quelque chose qui arrivait en moi, et puis je me suis senti bien, mais heureux, tu peux pas savoir. Et puis je savais que si je marchais un petit peu, là à droite, j'allais voir une vieille cabane, et j'y arrivais, je la voyais, et j'étais très heureux. Puis je disais, ça s'arrêtait pas, ça, j'ai du mal à retrouver ça. Alors par moments, comme ça, il avait des illuminations où il était heureux. Mais autrement, non, il était pas heureux, il s'emmerdait, quoi. Ouais. Et dans l'écriture, c'est ça qu'il recherchait, à retrouver ces fulgurances? Beaucoup, oui. Ouais. Il me disait toujours, tu vois, j'ai des lettres où il me raconte, il me dit, tu verras un jour, j'essaierai de te faire pénétrer dans ce monde, tu verras, c'est pas bien facile, mais quand on y est bien. Les fils se nouent tout de suite. Ce que nous aimons véritablement, nous l'aimons d'emblée, sans discussion, comme si nous nous rappelions une évidence oubliée. Il voulait reconnaître dans le futur quelque chose qu'il avait eu dans le passé ou que des
êtres chers avec eu dans le passé. Et il est à cheval donc entre avant-hier et après-demain. Regardez Guy Béard, on va commencer par une photo. Celle-ci, 69, vous êtes dans l'herbe, avec une guitare dans les bras. André Ardelais est en train d'allumer une cigarette, et il y a des partitions devant vous sur l'herbe. Oui, nous étions en train de travailler sur une chanson. Et peut-être que c'était... J'ai retrouvé le pont du Nord. Un soir que le vent soufflait fort, après des années d'aventure, j'ai voulu revoir le pont du Nord, où Scadelle perdit sa ceinture, et quelque chose d'autre encore, et quelque chose d'autre encore. Voilà une chanson que j'ai faite avec André. Mais là, il a fait complètement les paroles, et il me l'a amené il m'a amené le texte tout fait, et j'ai corrigé quelques mots. Je ne me rappelle plus, ciment, béton, parce qu'il mélange le passé et le futur. Et j'ai fait la musique. À la place où le liseron grimpait jadis avec le lierre, quand Adèle perdit son fleuron, on a construit sur la rivière une sorte de balle en béton, une sorte de balle en béton. Je me suis dit, mon vieux, reprends tes gros souliers, adieu romance. Pour toi, je crois bien qu'il est temps d'aller apprendre d'autres danses, loin de ces ponts d'acier ciment, loin de ces ponts d'acier ciment. Ah, la, 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 la. Comment vous vous étiez trouvé? Parce qu'il y a mille histoires, oui, 1000 versions qui courent. Pas 1000 quand même. Pas 1000, peut-être une pas, dizaine. mais il y a, attendez, il y a la lanterne magique, il y a Recueil-Logon, il y a la Colombe d'Or près de Notre-Dame, il y a un dîner chez André Vert. Pas la Colombe d'Or, la Colombe. La Colombe, oui, la Colombe d'Or, c'est ailleurs. À Saint-Paul-de-Vence, oui. Alors continue. Il y a un dîner chez André Vert. Alors, vous voulez la vérité? Alors, je voudrais la vérité. Bien. Bien qu'elle n'ait aucune importance, c'était dans les années 55-56. Et j'étais encore un petit ingénieur. Et le soir, quelquefois, pas tous les jours, j'allais à la Colombe, près de Notre-Dame de Paris, un cabaret. Et je chantais à la guitare, bien sûr. Et après, j'étais le rejoindre à leur table. Ils m'ont présenté, je dis, René Fallet et André Vert m'ont présenté ce type étonnant, une sorte de viking avec une moustache rousse et l'œil bleu, et l'air à la fois bonasse et un pirate, mais qui faisait des poèmes délicats. Et il y avait un petit livre que j'ai toujours, qui s'appelle La Cité mongole. Celui-là, là, que vous avez devant vous? Oui. C'est celui-là même qui vous a donné? Je pense, oui. Ouais. Et il y avait un poème, alors j'ai tourné les pages, c'était après minuit, et il y avait un poème qui s'appelle toujours Le Tremblay. Et ce sont les deux premiers vers qui m'ont frappé. Si tu reviens jamais danser chez Temporel un jour ou l'autre. Et instantanément, j'ai pris ma guitare et la phrase musicale, il faut dire qu'on avait un peu bu. Elle a jailli, on se dopait chacun à sa façon. Et ensuite, j'ai regardé les autres, à traiter les autres strophes du poème,
qui était un poème. Et je voyais que c'était resté un poème, ça ne devenait pas une chanson. Il y a, souviens-toi, quand tu l'as choisi pour tourner la valse en mineur, la bonne chance enfin saisie, 2 initiales dans le cœur, dans un cœur. Pense à ta jeunesse gâchée, sans t'en douter au fil des jours. Et c'est donc après que je me suis mis à travailler ce texte et à le rendre plus concret, d'ailleurs. C'est écrit en haut là, à rendre plus concret. À rendre plus, crayon. Oui, 1952, oui, c'est ça. Mais c'est le poème qui date de 52 chez Segers. Alors, il est tout rafistolé. Oui, la phrase musicale, la musique, vous avez dit quelque part que vous l'aviez écrit en une nuit. C'est cette nuit-là? Je pense que la phrase musicale de départ, c'est « Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. » Ça, c'est venu immédiatement. Ça a été, comme dit Valérie, donné, jeté par le ciel. Ensuite, le refrain qui revient. Où est-ce le refrain? Où est-ce le truc? Il n'y a pas de refrain. D'une rencontre au bord de l'eau, ne reste que 4 initiales. Ça, c'est peut-être dans la nuit ou le lendemain. Et c'est Patachou qui l'a chanté la première. Et illico, ça a été comme une traînée de poudre. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. D'une rencontre au bord de l'eau, ne reste que 4 initiales et 2 cœurs taillés au couteau dans le bois des tables bancales. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense à ceux qui tous ont laissé leur nom gravé auprès d'une autre. Sur le vieux comptoir tu pourras, si le cœur t'en dit, boire un verre en l'honneur de nos 20 carats qui depuis se sont fait la paire. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense aux doigts qui tous ont laissé quelque je t'aime auprès d'une autre. Dans ce petit bal malfamé, c'en est assez pour que renaisse ce qu'alors nous avons aimé, et pour que tu le reconnaisses. Si tu reviens jamais danser chez Temporel, un jour ou l'autre, pense aux bonheurs qui sont passés là, simplement comme le nôtre. Vraiment, ça a été un coup extrêmement dur, la mort de maman. Et je suis resté 2 ans dans un espèce de coma, où si j'avais pas eu de très bons amis qui m'ont tenu la tête hors de l'eau, je sais pas ce que je serais devenu. Et j'ai dû me forcer, au bout de 2 ans, à recommencer à écrire. Ça a été très dur. Et je ne sais pas la suite de quoi. C'est à ce moment-là que j'ai écrit mon meilleur bouquin. Le seuil du jardin? Non, Les Chasseurs. Les Chasseurs, c'est un recueil de textes très courts, extrêmement dense. Alors là, vraiment, j'ai enlevé tout ce qui est des superflus. Et c'est un livre qui, je crois, est limpide d'écriture, mais qui tente de passer au-delà de cette ligne de démarcation, à partir de laquelle la vraie poésie se tient. Vous aviez mis au point avec André Vert et André Ardelais une académie des sciences immorales et poétiques, Alphonse Boudard, non? Oui, c'était une idée un peu saugrenue que j'avais eue. Je leur avais dit ça, ils avaient bondi sur l'occasion. Et puis, parce que j'ai des idées comme ça qui se succèdent, puis je les oublie souvent. Et ils s'étaient mis dans la tête de le faire.
Et Ardelais a écrit les statuts de cette société. C'est d'ailleurs très bien. On pourrait les reprendre et monter la société. On pourrait appeler ça le prix André Ardelais. Vous me donnez une idée. Et ça serait une façon de l'honorer. Tiens, c'est pas mal. Alors, il écrivait des fois des articles dans les Lettres françaises. Alors, les Lettres françaises était le journal d'Aragon, le journal le journal des lettres, qui était vraiment lié au Parti communiste. Mais grâce à Hubert Join, il y avait des ouvertures. Et Ardelais, qui n'avait alors vraiment aucune appartenance politique, je veux dire, c'est voilà un homme avec qui j'ai jamais eu de discussion qui pouvait tourner à la politique. Je crois qu'il était... Ils auraient parlé aussi bien de Falière ou de Louis-Philippe que de Gaulle. Donc, la politique était quelque chose de fumeux pour lui. Et il donnait donc de temps en temps des papiers dans les Lettres françaises, papiers remarquables. Alors, quand il est arrivé me voir, il avait, pas 55 ans. Il vient me trouver, j'étais plus jeune que lui, moi, et il m'a dit, pour moi, tout a commencé le jour de la mort de maman. Alors j'ai cru qu'il me parlait de sa maman qui était morte quand il avait 10 ans ou 12 ans, mais elle était morte 6 mois avant. Et il vivait avec sa maman, alors au rue Beaubourg, il était dans un 2e étage, et il avait conservé exactement le décor de ses parents 1900. Alors il adorait tout ce décor autour de lui, et il était là dans cette maison assez sombre, avec le buffet Henri II, avec tout le décor. Il n'aurait pas voulu toucher à la moindre chose qui concernait sa mère, enfin, et ses parents. Alors, il avait hérité de cette petite affaire, et Albert Simonin me disait, il n'a qu'à laisser rouler les choses, et il aura de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours. En fait, il a été un gestionnaire des plus déplorables, parce qu'il allait beaucoup au champ de course. Ça, c'était encore... un autre endroit que André Ardelais hantait. Il adorait les courses, il adorait le champ de course et il y laissait aussi des plumes, bien entendu. Puis alors, il avait diverses fiancées qu'il choisissait en général parmi les fortes femmes, mais il fallait qu'elles soient très jeunes. Et ça l'amenait à des grosses dépenses. Et donc, il s'est ruiné. Il y avait à la fin, je crois que ce qui revenait, c'était les chansons. Malgré tout, il avait des droits à toucher. Et dans ce domaine, il était aussi, mais vraiment complètement nul, je peux dire. Il a publié une petite plaquette à compte d'auteur, chez Segers. Il a payé. Dans cette plaquette, il y avait différents poèmes qui ont été mis en chanson, dont Balchet Temporel, qui a été un énorme succès. Eh bien, il avait fait un contrat avec Segers, dans lequel il lui laissait la moitié des droits annexes, alors qu'il avait payé. Alors déjà, ça impliquait... vraiment une naïveté. Hein. Et puis après, à un moment, après avoir publié Le Seuil du Jardin, après avoir publié le Parc des Archers, etc., il me dit un jour, « Oh, j'en ai marre, il n'avait plus publié depuis quelque temps, je vais reprendre le compte d'auteur. » Je lui ai dit, « Mais t'es complètement cinglé, tu ne vas pas faire ça, c'est une escroquerie à tous les coups. » Je lui ai dit, « Moi, je vais te faire rencontrer quelqu'un. » J'avais publié peu de temps avant, avec Jean-Jacques Pauvert, La méthode à 1000. Je lui ai dit, je vais te faire rencontrer Pauvert, parce que j'avais un jour en bavardant, je savais que Pauvert aimait bien Ardelais. Alors j'ai parlé à Pauvert. Pauvert a dit, mais qu'il a qu'à venir me voir, on va s'arranger. Alors non seulement on allait voir Pauvert a réédité tous ses livres, a édité les suivants, lui a donné un petit avaloir, enfin il a joué le jeu d'un véritable éditeur. Alors là, il a publié, entre autres, il a eu un jour le prix, c'était pour Les Chasseurs 2, je crois, il a eu le prix de Magot. Et puis, avec des copains, il y avait un tas de gens amis qui l'aimaient beaucoup, dont Walter, dont Louis Nucera, etc. Je me rappelle, on lui avait fait une petite fête, parce qu'on lui avait eu une émission de télé qui lui avait été consacrée par Walter. Alors là, c'était le plus beau jour de sa vie. Il était vraiment ravi et content. Et c'est vrai, il avait des côtés absolument enfantins. Devant ces petites réussites, c'était formidable. Et au fond, il lui en aurait fallu peu pour qu'il ait vraiment de grands bonheurs comme ça. Derrière ma porte à peine entrebâillée, j'ai attendu l'heure où l'étage n'est plus éclairé, de loin en loin, que par des veilleuses électriques. Je sors,
et me promène silencieusement dans les couloirs. Je frôle des portes qui laissent percevoir, mais n'est-ce pas un piège, des chuchotements, des soupirs de femmes comblées dans l'amour. Puis, lorsque j'ai suffisamment erré dans ce temple de la cautèle, je m'immobilise et j'entreprends mon guet. Qu'est-ce donc que je guette? Je l'ignore. Mais quelque chose devrait survenir. Quelque chose dont l'ajournement de nuit vaine en nuit vaine, d'hôtels en hôtels, ne me décourage pas. Sans doute ce guet a-t-il en soi un prix suffisant. Je compose un poème sans mots, en acte d'approche. Je me débarrasse de jours mornes, inexpressifs. Je ressuscite en moi l'ombre de pouvoir dont j'ai été dépossédé. Je vis, je revis. Dans la mesure où j'ose, pour quelques heures sans salaire, résilier mon contrat avec celui que j'incarne ordinairement. Nous sommes en 1974, Georges Walter. Vous animez à la télévision une émission littéraire et vous avez, à propos de André Ardelais, un mot, une formule magnifique. Vous vous souvenez? Oui, je l'ai comparé à un Proust solaire. Alors, il a entendu parler de ça, tout le monde lui rapportait, on lui a dit, un type à la télévision qui t'a traité de Proust solaire. Il a été tellement heureux qu'il se répandait dans tout Paris et il voulait à tout prix me rencontrer pour m'embrasser, parce que j'avais traité de Proust solaire. Alors, c'est une voix qui restera, je crois, et ce sont des sensations tellement fugitives quelquefois, des moments si insaisissables de la vie qu'il cherche, pour lesquels il est à l'affût, et je crois que le mot chasseur lui convient très bien. Il a deux petits volumes qu'il a appelés Chasseurs, les Chasseurs 2, où il essaye, on dirait, de capter quelque chose qui peut-être n'existe pas, apparemment, et en tout cas qui est extrêmement fragile, et il dit que si jamais on n'attend pas suffisamment, si on ne prend pas assez de précautions, ça risque de s'évaporer. Et alors il y a comme ça une espèce de topographie, de signes. Il a lui-même, d'ailleurs c'est lui qui a fait une espèce d'inventaire de ça. Il dit un jour j'inventerai les signes de ma topographie personnelle, baiser dans les fougères, poste d'affût des grosses truites. Là la campagne a quelque chose de nervalien chez lui. Coup de foudre. Harem champêtre, ça, trace de fée, moissonneuse nue. Elle est assez obsédée par les moissonneuses et par les femmes un peu grasses, enfin bien en chair. Violette hallucinogène, arbre à casse-croûte, grand jobel, cabaret en lierre, halte du temps, etc. Bon, il y en a d'autres aussi, mais persienne, j'ai dit le mot persienne. Qualité, il y a un mot, tout d'un coup, un objet qui a une qualité particulière. J'ajouterais palissade ajourée, lavoir, oui. Plaque de cuivre, sur oui. lequel se alors il y a la fameuse soleil. Plaque de cuivre d'un certain docteur. Oui. Bouquet de violettes, oui. Crinoline, arrosoir peint en verre, porte entrebâillée. Oui, la porte entrebâillée. Alors ça me fait penser un peu, c'est comme le fond des armoires. Il y a des histoires de féeriques d'un Anglais qui s'appelle Lewis, où des enfants trouvent une porte au fond d'une armoire. Il y a une porte, à ce moment-là, ils passent dans un autre monde. Et il y a chez Ardelais, mais en plus discret, un petit peu cette ambiance qu'il y a, par exemple, il y a un conte d'Edgar Poe, qui est M. Bedloe, l'histoire de M. Bedloe, qui est un monsieur qui se promène dans les montagnes bleues, là, en Virginie, et qui, tout d'un coup, entend une rumeur, et il entre dans une bataille qui se déroule au Bengale, dans un autre siècle, un peu d'une façon absolument naturelle. Lui aussi, c'est tout naturel, mais il y a souvent les choses disparaissent. Voilà. Elles apparaissent, et puis surtout elles disparaissent. Surtout les disparitions qui sont étranges, et puis il reste là, avec ce souvenir. Bon. Et puis alors les jockeys, le mot jockey chez lui. Par exemple, il y a un champ de course vide, et il imagine que toute la course, tous les chevaux sont partis et ont disparu dans la forêt qui est derrière. C'est extraordinaire, des trucs comme ça, des choses comme ça qu'il aime beaucoup. Alors il repasse dans le champ de course, est-ce que les chevaux vont revenir? Non, mais non, puisque déjà ils ne sont pas partis. Alors. Bon, mais enfin on ne sait jamais avec lui, c'est ce qu'il dit, on ne sait jamais. Voilà, le poète, on pourrait le définir comme ça,
Ardelais, on ne sait jamais. J'ai acheté un cahier d'écolier et je vais me mettre au labeur. Entre le réel et l'imaginaire, je choisirai le vrai, ce qui deviendra vrai, parce que je l'affirmerai tel, et qui en échange répondra de moi. Allons-y, respirez à fond, les mains jointes, le corps souple. André Ardelais, Jean-Jacques Pauvert, c'est une histoire qui commence en 1965 ? Non, c'est une histoire qui commence vers 1960. C'est en 60 que je l'ai connu, et puis il a fallu que je le sorte de chez Julliard, mais ça s'est assez bien passé. Chez Julliard, il s'en fichait un peu, vous savez. Il n'attachait pas une grande importance à Ardelais ni à ce qu'il écrivait. Puis j'étais très bien avec René Julliard aussi. Et donc c'est en 1965 que j'ai sorti Le Seuil du Jardin. Comment vous l'avez découvert ? Vous l'aviez lu ou... Je l'ai découvert en le lisant. Je l'ai lu avant de le rencontrer. J'ai lu le Seuil du Jardin. Je crois que c'est André Breton qui me l'a fait lire. Vous savez, c'est lui qui avait fait la découverte du Seuil du Jardin. Il l'a lu un jour. Il était sur une pile de livres comme ça sur son bureau. Il l'a pris. Il l'a lu d'un trait et il lui a écrit une lettre qu'André portait toujours sur lui après. Il la faisait lire à tout le monde. Il avait raison. C'était une très belle lettre. Et un jour, oui, c'est André qui m'en a parlé. Et donc j'ai lu Le Seuil du Jardin et je me suis emballé sur Ardelais. Surtout qu'après, il m'a apporté des textes tout à fait... que je préfère peut-être à ces romans. C'est très beau, Le Seuil du Jardin, mais les chasseurs et les chasseurs 2, ça c'est une réussite poétique étonnante. Le matin, c'est l'instant où tombe enfin la robe des clairières. C'est pas beau, ça ? Mais si. Là, il y a une magie, Ça vient de loin, hein, ça vient de Gaspard de la Nuit, mais en même temps, c'est complètement personnel. Et ça, le salon à André Breton, c'est formidable. Le salon, si vous connaissez l'emplacement favorable, s'ouvre au milieu des joncs, des trembles, des saulets. Parfois, c'est au clair de lune. Même en hiver, la chaleur solaire et l'air des grands prés se jettent dans la pièce, secouant sur vous une neige de fleurs sauvages. En prêtant l'oreille, on surprend des musiques de tournois, un murmure de chasse. Et si tout à coup vous respirez sur la robe d'une danseuse un peu de ses foins volants, c'est qu'elle s'en est tenue sans le deviner devant la grande baie secrète. Vous nous montrez des lettres de lui ? Vous en avez, des lettres ? Oui, beaucoup. Oui. Je peux même vous en lire une ou deux, parmi les plus belles, les plus littéraires, si vous voulez. Je vous lire un petit extrait, là. Oui. Ouais. J'ai retrouvé ça dans ses papiers, mais moi je trouve que c'est intéressant. Hein. C'était peut-être André Breton. Monsieur, si vous désirez me connaître un peu mieux,
Et si les petits faits vrais vous intéressent, voici quelques détails. Petit A. J'ai composé la plupart des textes des chasseurs en partant d'illustrations contenues dans le Grand Larousse illustré de mes parents ou d'affiches. J'établissais une liste de mots correspondant aux images qui éveillaient en moi un état affectif particulier. Ensuite, je travaillais sur cette liste et ça marchait ou ça ne marchait pas. Souvent, le texte définitif n'avait que peu de rapport avec l'illustration qui lui avait donné naissance. Petit b. Le but à atteindre est non de raconter une histoire, mais de procurer au lecteur cet état affectif dont je vous ai parlé et qui constitue la clé même de la poésie. Selon moi, il va sans dire. Petit c. L'auteur et le lecteur se confondent, doivent se confondre totalement. Un poème est la fusion d'une série de mots et de deux individus qui se sont rencontrés par hasard. Petit d. Il faut, je crois, employer une langue aussi simple, aussi claire que possible, du moins en apparence. Petit e. L'ambiguïté d'un substantif ou d'un adjectif me procure une intense jubilation. Pardonnez-moi de me citer. Dans Loire, ramier ou soleil évoque à la fois les oiseaux, les pigeons ramiers et la paresse. Le Loir est le symbole de la paresse et en argot, langue que je connais bien, rame veut dire paresse et ramier paresseux. Quand on parvient, mais c'est extrêmement rare, à réunir trois sens sur un seul mot, tout banal dans le contexte, laissé et marqué. Elle est belle. Ça, c'est sa signature, André Vert, là? Oui. Oui. C'est une belle écriture, hein, déliée, Ouais. grande. Il dit qu'un poète, c'est un guetteur, quelqu'un qui reste à l'affût, comme un chasseur. Oui, il y a un de ces livres qui s'appelle Le Chasseur 2. Tout ça va ensemble. Hein. C'est un flaireur aussi. C'est quelqu'un qui, sûrement, était en train d'humer à travers la ville ce qui pouvait l'intéresser. Et c'est un chasseur dans la mesure où il décoche des traits extrêmement brefs, presque des aphorismes. Il y a chez Ardelais des formules très très brèves. Alors il y a un autre poème dont je vais vous lire quelques lignes parce que je trouve d'abord que ça résume tout à fait son univers, son esthétique, ses obsessions. Et puis ce dont presque fait penser un peu à Novalis ou à Hölderlin, ce dont la formule, évidemment, ça fait aussi penser à Char, même si j'aime moins Char, mais de cette formule qu'un poète peut sortir brusquement comme ça, en quelques lignes, en quelques mots, et ça suffit. Par exemple, quand il parle de la douceur. La douceur, c'est un vol de chouette sous le taillis, au crépuscule. Le contentement, c'est l'odeur d'une blonde qui, lente, efface ses bas noirs. L'angoisse, c'est la congestion, comme une émeute violette sur le bitume où bouge un soleil ahurissant. L'île au trésor, c'est la touffe de parfum entre tes cuisses mêlées, etc., etc. Ça, c'est vraiment un carquois de flèches. C'est très beau, ça a l'air de rien du tout. Puis quand on relit ça de près, on s'aperçoit que chaque mot est essentiel et que cette énumération aussi, en elle-même, fait une sorte de poème parallèle au grand poème. On cite les mots clés, le mystère, la peur, la douceur, le contentement, l'angoisse, l'été, l'île au trésor, le désir, des mots très simples, mais qui ont brusquement une valeur nouvelle. Il y a des mots-clés chez Ardelais, hein, des mots qui sont comme des formules magiques qui ouvrent des mondes intérieurs, qui ouvrent sur le temps passé, sur le temps futur. Oui, il y a le mot sommeil, par exemple. Bon, il y a un de ces recueils qui s'appelle Sommeil. Beaucoup de choses autour de la somnolence, du somnambulisme, du demi-sommeil. Et c'est là où il se rapproche de Nerval. Hein. C'est aussi sûrement un peu comme Nerval, un type qui vivait entre le rêve et la réalité. Et ça peut paraître une chose extrêmement banale, mais chez lui, c'est devenu vraiment presque une métaphysique, hein, de l'éveil et de l'endormissement. Et le mot sommeil est un mot-clé. Le mot rêve aussi est un mot-clé. Dans l'érotisme, il y a aussi des choses qui reviennent, qui sont toujours très simples, toujours très belles, et qui sont quasiment évidentes. Le mot parfum peut prendre tous les sens, et chez lui, c'est toujours lié à la femme, à l'érotisme, au sexe. Il y a des mots qui sont des mots qui vraiment semblent extrêmement usés, mais qui prennent le mot crépuscule, par exemple, qui est un mot que dont la poésie est abusée, chez lui, prend une nouvelle teinte parce qu'il le met à côté d'un mot plus simple, d'un mot... Il y a une alliance de mots, il procède un peu comme un joaillier, comme un bijoutier. Il met des mots très simples, hein, des mots tout à fait ordinaires, et il en fait une parure parce qu'à côté, il y a un mot rare. C'est un mélange de perles fausses, de perles vraies. Enfin, c'est tout un art. Vous croyez que ça vient du métier de ses parents, ça ?
Bah oui, ça m'est venu comme ça, mais c'est pas impossible. À force de voir ses parents arranger des colliers ou des bracelets ou des boucles d'oreilles, il a peut-être eu ce sens de la parure. Et les plus beaux bijoux sont souvent faits avec des choses très simples. On faisait en 1900 des bijoux magnifiques avec des insectes, avec des scarabées, évidemment qu'on ornait d'un motif légèrement ciselé en bronze. Il y a un peu ce côté, il y a ce côté ciselé chez Ardelais. Il n'y a pas un mot qui ne soit pas à sa place. Il y a une sorte d'exactitude. Alors c'est jamais un calcul, c'est à l'oreille que ça se passe. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment, c'est un type qui avait un œil sûrement, sauf cet œil dont on parlait tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui avait une oreille formidable pour mettre le mot au bon endroit. Rien qu'une guêpe bourdonnant dehors, autour d'un cruchon. Et avec ce faible bruit, c'est l'été qui entre dans la cuisine et caresse une botte d'oignon pendue à un clou. Il rêvait à des tas de choses, à des femmes, tout ce qu'il a exprimé dans Lourdes-Lentes, qui était vraiment un très beau livre. J'ai encore un exemplaire de Lourdes-Lentes avec il m'a fait 3 pages de dédicaces absolument formidables. Avec auteur Steve Masson ? Non, il signait André, c'était entre nous. Hein. On savait bien. D'ailleurs, Steve Masson, c'était un pseudonyme transparent, puisque c'était le héros du Seuil du Jardin. Non, il n'avait pas, c'était pas vraiment une œuvre clandestine, hein, c'était une œuvre qu'il avait signée d'un pseudonyme pour jouer les règles du jeu. Puis alors il y a eu cette histoire de procès ridicule qui n'avait même pas été pour le livre. Non, mais racontez ça un peu, c'est extraordinaire que ça soit les éditions Régine Deforges et pas vous. Oui, en fait. c'est ahurissant, mais c'était comme ça. À l'époque, il y avait plein de choses. Moi, j'ai sorti le livre absolument sans aucun problème. En 69, et puis j'en ai tiré 1000 exemplaires pour Régine qui commençait l'édition, qui avait besoin de livres. Donc c'était une seconde édition, si vous voulez. Et il a été traîné. Alors je suis venu témoigner, mais il n'y a rien eu à faire. C'était nous ne connaissons pas l'éditeur original. La commission du livre nous a transmis ce livre de chez Régine Deforges et ils n'ont rien voulu entendre. Et là, il a été assez touché parce que le président de chambre était assez désagréable. Manifestement, il n'avait pas apprécié le livre du tout. Il lui faisait des remarques. Ça a été assez pénible. Lourdes-Lentes, quand vous avez reçu le manuscrit, quel effet ça vous a fait? Vous savez, je vais vous dire, Lourdes-Lentes, c'était une commande. C'était une commande parce que vraiment, il était très malheureux. Il avait des problèmes d'argent perpétuels avec cette industrie de bijoux fantaisie qu'il avait dans le temple. Alors je lui ai passé une commande, je lui ai demandé de m'écrire un érotique et il me l'a apporté par petits bouts. C'était un peu comme ça qu'on travaillait et c'était formidable, c'était tout à fait épatant et on l'a sorti et je vous dis, on n'a pas eu de problème. C'est cette pauvre Régine qui a écopé et lui aussi. Ses yeux gris-bleu, changeant avec la lumière du jour, son plaisir, sa colère, ses fatigues mensuelles. Ses cheveux blond, tirant sur le roux, long, dru. La considérable touffe, mais la vraie pour moi se situait plus bas. Elle les portait généralement relevés sur la nuque, avec un bandeau sur le front qui cachait presque un œil. D'un geste et de quelques épingles ôtées, elle les délivrait en une masse odorante jusqu'à la moitié du dos. Quelquefois, de 2 mèches croisées, elle s'en faisait
ou m'en faisait des moustaches. C'est ça. 2 obus qui vous sautaient au nez quand elle dégrafait son soutien-gorge. Des bouts de la taille d'une prune, grenus, saillant à peine un doigt sur eux. Le volume élastique dans la paume. Huilés par la salive, les doigts autour, comme lorsqu'on saisit le poids pour le lancer. Un demi-tour de la main. Elle aimait. Son ventre. Bombé, large. Un ventre pour des enfants. Un phoque tendu par le vent. Un ventre de pleine mer, au calme. Ses cuisses. Le colosse de Rhodes, l'été. Son con. Très peu de poils, de la même teinte que ses cheveux. Les grandes lèvres formant 2 bourrelets onctueux. Son odeur de varech, son odeur de filet à sardines. Le cœur, la fontaine de Tantale, la rose lasse et fripée. La fin des peines. Et puis il y avait cette espèce de nourrice dont il gardait un souvenir extraordinaire. Et c'était pour lui comme un passage. C'était le seuil du jardin. C'était vraiment le seuil du jardin. Et il espérait toujours retrouver ça et passer le seuil. Et ça n'arrivait pas souvent, ça arrivait sur sa feuille de papier. Mais quand ça arrivait, ça devait être formidable, non? Oui, mais alors c'était quelqu'un qui doutait beaucoup. Et les 2 recueils, Les chasseurs et Les chasseurs 2, on s'est pratiquement battu quelquefois parce que il écrivait, par exemple, un très beau poème. Il corrigeait un peu. Et puis, ça ne lui paraissait pas donner ce qu'il voulait donner. Donc, il commençait à le recorriger. Et ça finissait toujours en catastrophe. Alors, je lui disais, non, André, non, ça, c'est pas possible. La 2e version est très bien. La 25e que vous m'apportez, ça gâche tout. Il n'y a plus rien. Comment il n'y a plus rien? C'est pas possible. Je n'y connaissais rien. Enfin bon, il repartait furieux. Bon, puis il revenait le lendemain en disant oui, c'est vrai, j'ai relu la 2e, c'est formidable parce qu'il y avait ça aussi. Ça tenait tellement à rien. Et lui avait tellement besoin de perfection qu'il gâchait. Il gâchait, il se compliquait la vie, il finissait par introduire des... Alors c'était pas facile, mais on s'est bien amusé quand même ensemble, et puis après, puis il y avait des textes que je lui refusais. Parce qu'il avait une petite propension, c'est toujours son côté gros rouge, copain d'abord, etc., etc. Il glissait un peu, quelquefois, dans une certaine vulgarité. Et alors ça, moi, je lui sabrais tout de suite. Et après, il me disait, oui, évidemment, vous avez raison, c'est vrai, je ne sais pas ce qu'il... Mais ça a pris un certain temps pour faire les deux recueils. Mais tels qu'ils sont, ils sont à peu près parfaits quand même. Je ne serai jamais qu'un étranger à la recherche de sa terre natale. Oui, bon, la terre natale de Ardelais, on le sait quand on a lu ses romans notamment, et puis les textes où il y a des choses autobiographiques, c'est l'enfance. Hein. Il semble que c'est quelqu'un qui est tombé du paradis de l'enfance, qui n'a jamais vécu bien cette séparation, cette chute, et il recherche sans arrêt des situations dans lesquelles, et notamment son rapport au sexe, son rapport à la sexualité, à l'amour physique, c'est une sorte de nostalgie de ce monde chaud, tendre, qui sent bon, protecteur. Et en ce sens-là, il est un peu en régression. Mais c'est aussi un des grands thèmes poétiques, hein, le thème du paradis perdu, que ce soit le paradis des amours enfantines ou le vers paradis. C'est quelque chose qui est en même temps d'une grande banalité, mais chez lui, comme c'est intégré vraiment à une biographie filigranée, suggérée, ça soutient aussi toute son esthétique et toute son expérience littéraire. Parce que dans le fond, dans son œuvre, il n'y a qu'une femme, c'est Mémène.
Oui, les autres sont interchangeables, hein, ce sont des figures. D'ailleurs, les femmes ne sont jamais désignées en entier, c'est plutôt des morceaux de femmes. Hein, ce sont plutôt c'est comme une série de gros plans, c'est des séries d'images. On voit le sexe de la femme, on ne voit pas son visage, on voit ses cuisses. Il y a une manière de parler de ça qui est assez fascinante parce qu'effectivement, c'est l'érotisme qui se polarise sur des parties du corps de la femme. Et ces femmes sont des substituts d'une femme idéale qu'on ne peut jamais posséder complètement, hein, qui ne se possède que par morceaux, que par fragments, et de manière intermittente, de manière répétitive et intermittente. Voyez-vous, à la fin, quand le narrateur retrouve Germaine, j'ai employé 2 ou 3 lignes, laissé quand même un blanc. J'ai dit qu'il y avait encore entre eux une distance incommensurable, un délai qu'on ne pouvait pas ramener à celui de nos horloges, et que la voix de Germaine se répercutait sous des voûtes orphiques. C'est donc un peu le mythe. Ramené à la vie de tous les jours, là, ce jeune garçon était amoureux de la bonne de ses parents, qui était une fille de mineur, qui était très belle, c'était un mayol, mais enfin, elle était bien plantée, elle était là, elle était concrète. Pas d'abstraction. Ça, on en crève aussi de ça, de l'abstraction, de la sécheresse. Germaine, tu sais bien que je t'ai aimé plus que personne sur terre. Mais voilà, tu n'appartenais pas tout à fait à cette terre. Tu prends l'écoute quelque part, abominable squelette, tel nous tous futurs. C'est à toi que je parle, et à nul autre. Tu as eu mes 12 ans, et moi, ton pouvoir de déployer l'arc-en-ciel intérieur. On ne sait plus aimer ensuite. On imite, on se répète. Cependant, mais ne te fâche pas surtout. Tu n'étais peut-être qu'un signe, qu'une flèche vers ce présent souverain dont je devinais la promesse par-delà la promesse, par-delà les horloges, sous les arcades de notre été. Là, pour accueillir chaque voyageur, chante mon ami le bouvreuil Nicolas Tuyau. On l'entend à peine, par les journées les plus pures, dans le sous-bois. Le corbeau avait tort, me dit-il en manière d'adieu. Rien n'est perdu, et toujours a vaincu jamais plus. À force de patience, tu finiras par tenir entre tes mains, un jour, les hanches de ta source. C'est comme d'essayer de domestiquer ses rêves. Oui, d'ailleurs, il a même inventé, je crois, dans le seuil du jardin, une machine pour les capter. Alors ça, c'est assez intéressant aussi. Et puis alors, un peu partout, d'ailleurs, dans plusieurs de ses livres, il parle de cette possibilité extraordinaire de se rencontrer régulièrement en rêve, par exemple. Peter Ibbetson, alors son livre favori, Peter Ibbetson. Et bon, alors l'idée que des gens puissent se rencontrer en rêve toutes les nuits, et puis bon, qu'il se passe des choses tout à fait délicieuses, ça c'est une idée qui l'obsédait absolument d'ailleurs. Et le seuil du jardin, ce beau titre qui est un peu aussi une définition de sa littérature, qui est au seuil de quelque chose. Il y a le seuil, et puis le mot jardin qui suggère un jardin secret, hortus conclusus, pas comme on disait au Moyen-Âge, ce jardin secret que nous possédons tous et dans lequel on voudrait pouvoir pénétrer de temps en temps. On sait qu'il est là. Et puis, très souvent, eh bien, on s'arrête au seuil et on ne va pas plus loin. Il y a chez moi quelque chose de très particulier, c'est le mythe de la fête. La fête en grand air, ou la fête... Enfin, je la vois toujours au fond d'un bois, voyez-vous, je l'ai expliqué dans mes... Je dis, au fond des grandes vacances, il y a toujours une fille et une fête.
Je crois que c'est ça, cette fête qui se tient derrière les feuilles, qui se tient dans un château, qui se tient on ne sait pas où. Et un des buts de l'écrivain, je crois, c'est de retrouver cette fête, la rendre sensible au lecteur, comme Gérard de Nerval l'a fait, par exemple, dans cette admirable nouvelle qui s'appelle Sylvie. Où tout y est, c'est déjà la recherche du temps perdu avant la lettre, Sylvie, c'est extraordinaire. La grande différence entre Proust et lui, pour le souvenir et pour les lieux, c'est que Proust ne fréquentait pas tellement ce genre d'endroit, de guinguettes, et que lui, ça tient lieu, ce sont les guinguettes et les bords de rivières et les clairières, ce sont les salons de André Ardelais, n'est-ce pas? La robe des clairières. Oui, des clairières. Les yeux clairs de la route matinale. C'est des mots très simples, hein? Oui, très simples. Oui. Très simples. Ce ne sont jamais des mots compliqués, jamais des mots sophistiqués. Son vocabulaire est très simple et tout l'effet vient au fond d'une alliance entre ces mots simples et un événement compliqué ou inquiétant ou étrange qui peut survenir à partir de ces choses toutes simples, comme par exemple dans le parc des Archers, événement tout à fait caractéristique, un type aborde le narrateur et lui dit qu'il y a une fille rousse, je crois, qui régulièrement est dans cette rue et que lui jamais, le type qu'il rencontre, que lui jamais n'a pu lui adresser la parole, elle ne veut pas de lui, mais elle dit au narrateur, vous, je suis sûr qu'elle va vouloir de vous. Alors il attend. Je crois qu'il ne l'a jamais vue finalement. Elle sort presque d'un mur. Les gens sortent des murs chez lui, souvent. Je rêve d'une langue étonnamment simple, limpide, des phrases pour enfants, et qui pourtant présenterait toutes les facettes de la surréalité, qui dirait ceci, mais en même temps cela, et encore cela, à n'en plus finir. Oui. J'ai l'impression d'avoir de gros sabots quand on parle de lui. Pas facile de parler de lui. C'est une truite comment on dit, au pelage doré. Ça n'a pas un pelage, les truites, ça a des... Oui, c'est une truite. Il file dans la gloire. Oui, c'est vrai, c'est une bonne comparaison. Une truite qui file, qui disparaît, qui scintille et qui disparaît. Il y avait ton cœur fermé, ton cœur ouvert, ton cœur de feu couvert, tes cheveux pour filer entre les doigts, pour verser leur sable sur mon sommeil et pour enchanter la fatigue. Tes cheveux comme un treillage entre le regard et les vignes qui flambent, tes cheveux de luisant et de sorgue, tes yeux avec la halte à l'ombre et la colonne de froid sur le puits, tes yeux, les anémones ouvertes dans la mer, tes yeux pour plonger droit dans les Vaucluses et dérober leurs paillettes aux fontaines. Une combinaison de taches colorées, des liserons sortant d'une ruine, la chandelle violette d'une digitale sur un talus, un tas de cailloux, une coulée de soleil sur des tuiles peuvent me servir d'intermédiaire. Une simple lame de cuivre posée sur une porte en face de chez nous et qui reflétait le soleil. Je ne me serais pas lassée de la regarder. Pourquoi, va-t-on savoir? J'avais 5 ou 6 ans. La plaque reflétait beaucoup plus que le soleil. Je me suis efforcée de définir ce quelque chose dans mes livres, mais sans résultat. Vous les regardez, ces photos? Ouais. Qu'est-ce que vous lui dites à André Ardelais quand vous passez devant lui? Salut, papa. C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Commentaires et écoute podcast sur franceculture.fr. Demain, à 17h, dans Une vie, une œuvre, second rendez-vous érotique de votre été à la rencontre de l'auteur des Belles endormies, Yasunari Kawabata. Mais pour l'heure, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec le journal de la rédaction.